Aujourd'hui sur un thème que vous attendez tous, qui est celui de l'IA au travail. Alors pourquoi traite-t-on aujourd'hui ce thème de l'IA au travail? Tout simplement parce qu'on a créé en 2018 un think tank qui s'appelle Impact AI. Impact AI s'intéresse à l'impact de l'intelligence artificielle sur la santé, l'éducation, le travail et l'éthique. Il est composé de 80 membres. On retrouve dans ces membres la moitié du CAC 40, des ETI, des startups, des écoles. On produit un certain nombre de productions, et notamment des productions liées à l'IA for Green, à l'impact de l'IA sur le travail. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on trouvait intéressant de procéder à cette réflexion avec des grands sachants, des grands experts autour de ce thème de l'IA et le travail et des compétences demain ainsi que l'évolution des métiers. Et pour réaliser cela, François Miquet-Marty, mon ami François Miquet-Marty, va animer ce débat avec nos invités. François, c'est à toi. Merci infiniment. Alors, je ne sais pas si le micro fonctionne. Je ne crois pas. Non. Si ça fonctionne, très bien, parfait. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence, puisque nous sommes ravis de réfléchir pendant 40 minutes. Ça va être extrêmement rapide sur, en effet, l'impact de l'intelligence... Ah, un autre micro, peut-être? C'est formidable. Sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers et les compétences. Michel Serres considérait que le développement de l'innovation, et a fortiori aujourd'hui, pourrait-on dire, de l'intelligence artificielle, renverse la logique des compétences. On va voir de compétences en se disant que l'intelligence artificielle apporte aux unes et aux autres une compétence augmentée, supérieure à ce que l'on connaissait jusqu'ici. Alors, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui change d'ores et déjà dans les entreprises? Et puis, plus ambitieux encore, lorsqu'on se tourne vers l'avenir, qu'est-ce qui peut changer en termes de métier et de compétences? Les sommités dont parlait Christophe, et que je remercie pour son accueil, ainsi qu'Impact AI, sont ici présents. Donc je salue de droite à gauche Amélie Wathelet, DRH d'AXA France, Jean-Manuel Soussan, DRH et DGA du groupe Bouygues, Alain Roumillac, président Europe du Sud de Manpower Group, et puis Sophia Merlot, DRH de BNP Paribas. Donc, un grand merci à tous les quatre pour votre présence. Alors on va essayer de commencer par la question peut-être la plus simple, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est en train de se passer aujourd'hui dans vos entreprises respectives? Quel impact de l'IA voyez-vous? Est-ce que vos vies à vous, professionnelles bien entendu, sont en train de changer? Est-ce que celles de vos équipes sont en train de changer exactement? Alors l'OIT fait une distinction entre les métiers, les tâches, on peut affiner les choses de manière assez précise. Je commence par vous, Amélie Wathelet, puisque vous êtes là, puis je vais m'effacer immédiatement. Que voyez-vous, que se passe-t-il chez AXA d'ores et déjà? Est-ce que l'intelligence artificielle, dans les métiers ou dans les tâches, je ne sais pas, est déjà en train de changer les choses? Oui, je pense que l'intelligence artificielle a déjà commencé à prendre place dans nos vies à toutes et à tous. On a surtout commencé par lancer un Secure GPT, c'est-à-dire une version tout à fait sécurisée pour garantir bien entendu la sûreté des datas, puisque les datas de nos clients et puis aussi de nos collaborateurs sont des denrées précieuses. Et puis on a beaucoup travaillé à accompagner les collaborateurs dans cette montée en compétences, à la fois en termes de vulgarisation, mais aussi à des niveaux d'expertise plus poussés. Et surtout, on travaille sur des cas d'usage qui font du sens au quotidien et qui permettent à chacun et à chacune de pouvoir bénéficier de cette évolution. À notre sens, il s'agit davantage d'une évolution que d'une révolution, et donc d'avoir identifié un certain nombre de tâches qui effectivement ont évolué. Et je vois dans cette assistance aujourd'hui un certain nombre de membres de l'équipe de recrutement qui aujourd'hui se sert d'un cas d'usage et donc de cette opportunité, par exemple, d'avoir des résumés, des synthèses, des entretiens de recrutement qui permettent de leur faire gagner de l'ordre de 10 à 20 minutes. Et donc ça, c'est quelque chose qui a déjà contribué à faire changer leur vie, pour ne prendre qu'un exemple. Merci infiniment. Alors voilà déjà du temps gagné, c'est déjà un premier renseignement. Jean-Manuel Soussan, vous nous avez fait quelques confidences dans la préparation de cette table ronde et vous nous avez dit qu'il ne faut pas tout mélanger, parfois ça change, parfois ça a des impacts, parfois beaucoup moins. Alors, dans un groupe aussi divers que le groupe Bouygues, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas? Alors c'est sûr qu'il y a un certain nombre de métiers qui sont impactés. Alors c'est la fulgurance de l'arrivée de l'IA. Et à peine 2 ans, et on voit que ça a déjà des impacts. Alors je prends quelques exemples assez parlants. Vous avez des impacts dans la relation client. Donc, je pense à Bouygues Télécom par exemple. Là, les impacts sont évidents, très rapides, avec, je dirais,
la mise en place de collaborateurs, si je me permets, augmentés, c'est-à-dire plus rapide, plus efficient, plus efficace. Et puis vous avez aussi le monde des médias, par exemple, hein, qui peut être impacté. Si je prends les métiers des traducteurs, par exemple, il y a un impact évident avec l'arrivée de l'IA. Puis vous avez des métiers qui ne sont pas du tout impactés. Chez Bouygues, il y a beaucoup de métiers de production sur les chantiers. Et à date, en tout cas, ce n'est pas l'IA qui est en train de travailler sur les chantiers. En tout cas, la force physique est absolument nécessaire dans bon nombre des métiers. Donc ce que je vais dire, c'est qu'il n'y a pas une réalité. Il y a, je dirais, un questionnement global sur quel est l'impact de l'IA sur les emplois, mais globalement, il y a beaucoup de réalités différentes en fonction des emplois concernés. Bien, merci beaucoup. Ça me permet de faire une transition vers vous, Sophia Merlot, puisque je crois que vous utilisez notamment l'idée de pragmatisme. On vous sent à la fois intéressé, mais en même temps avec une forme de prudence. Donc, quel est ce pragmatisme que vous professez? Je dirais comme mes deux collègues, hein, en fait, je pense que je ferai quand même une différence entre l'IA et l'IA générative. C'est aussi ça qu'on explique à nos collaborateurs, parce qu'effectivement, l'IA générative, c'est ce que tout le monde a vu récemment, mais l'IA existe déjà depuis plusieurs années, hein, qui a déjà beaucoup révolutionné un certain nombre de tâches, hein, assez régulières, un certain nombre de process. Donc voilà, c'est pas nouveau l'IA, donc ça existe, donc pragmatique, parce que on l'a fait depuis longtemps avec des use cases, hein, donc c'est-à-dire tous nos métiers, on en a 300 qui travaillent pour voir comment améliorer la relation client, c'est ce que l'on dit, donc, et comment on améliore tout ça. Et l'IA générative va apporter quelque chose de nouveau, au sens où c'est plutôt un super assistant, hein, donc pragmatiquement, comment on utilise ce super assistant pour des collaborateurs au RH ou ailleurs d'ailleurs, qui vont améliorer leur quotidien en utilisant ça. Après, ça c'est pragmatique, et puis il y a la vigilance, parce qu'on est une banque, et donc quand on est une banque, c'est une sorte de coffre-fort de données, hein, parce nous on traite que des données de nos clients, qui sont très confidentielles, qui doivent être très sécurisées, et donc il est très important de s'assurer que tout ça se fait avec une forte vigilance. Donc on a, depuis de nombreuses années, je parle de l'IA, rédigé aussi des chartes pour s'assurer que tous les data scientists qui travaillent sur ces données, quelque part, ils ont un engagement éthique en la matière. Et puis aussi en termes de sécurité, hein, je ne vais pas cacher que voilà, les sujets de cyber sont importants, donc comment est-ce qu'on s'assure que ces données sont en sécurité? Et donc l'IA, c'est aussi ça, c'est comment ça va nous aider à détecter, à protéger, à être en réaction d'un certain nombre de risques qui peuvent exister autour de la donnée, finalement, parce que l'IA, ça traite de la donnée. C'est important d'en parler aussi, et c'est même fondamental pour les années qui viennent. Alors, Alain Roumillac, je me tourne vers vous avec un paradoxe, parce que nous avons notre observatoire qu'évoquait tout à l'heure Christophe Liénard, réalisé par Via Voice pour Impact AI, qui montre que déjà 36% des salariés déclarent utiliser une intelligence artificielle générative. Autrement dit, il y a une diffusion extrêmement rapide de l'intelligence artificielle générative, et je rejoins votre point, il ne faut pas le confondre avec l'intelligence artificielle tout court. Et je crois, Alain Roumillac, vous dites, oui, mais le grand soir n'est pas là. Alors que vous faut-il pour avoir un grand soir? Parce que pour l'instant, effectivement, il y a une utilisation de plus en plus importante. Parfois, d'ailleurs, des collaborateurs qui l'utilisent d'ailleurs de façon privée dans le cadre de leur travail. Donc c'est d'ailleurs l'enjeu des entreprises de ne pas laisser faire l'ensemble de ces sujets. Et pour l'instant, ça n'a pas un impact majeur sur les emplois tels qu'ils sont réalisés. Il peut y avoir des gains de temps ici ou là, mais la transformation telle que les augures la prédisent, avec des millions d'emplois qui vont être transformés, voire qui vont disparaître et qui vont être recréés d'une autre forme, pour l'instant on ne l'a pas encore vu. Moi ce que je constate, c'est quand on travaille avec nos clients, premièrement il y a vraiment une course à l'IA. C'est-à-dire je veux essayer de tester tout ce qui se présente aujourd'hui, je ne sais pas encore très bien où est-ce que ça va me transformer de façon importante, mais je veux tester, et donc d'ailleurs on a une sollicitation extrêmement importante de la part de nos clients, c'est de dire, voilà, sur vos métiers, où est-ce qu'on pourrait utiliser l'IA, où est-ce que ça pourrait, donc comment est-ce qu'on peut bâtir des proof of concept ensemble qu'on va essayer de bâtir. Parce qu'ensuite on a un deuxième enjeu, c'est comment est-ce qu'on démystifie l'impact de l'IA. Je crois que j'ai été marqué par une étude qui dit qu'aujourd'hui, il y a 50% de la population française qui considère que c'est un risque. Qui considère d'ailleurs, et d'ailleurs je pense que c'est un de nos enjeux, c'est de faire en sorte que ça ne devienne pas qu'un sujet d'experts,
et que ça parle à tout le monde, et que d'ailleurs il n'y ait pas une partie de la population qui considère qu'elle sera une variable d'ajustement, leurs emplois sera une variable d'ajustement dans la mise en œuvre de l'IA, comme ils peuvent considérer qu'ils l'ont été pour certains d'entre eux dans le cadre de la mondialisation. Donc un troisième sujet, bien évidemment, tous ces sujets vont arriver progressivement, et je pense que c'est l'enjeu d'ailleurs de toutes les directions de ressources humaines des entreprises, c'est comment est-ce que je vais anticiper ce qui est en train de se préparer, parce que changer les compétences, ça prend du temps, acculturer les personnes, ça prend du temps, donc comment est-ce que je suis capable d'anticiper ce qui va se passer à 2 ou 3 ans pour pouvoir être capable de m'ajuster et de faire en sorte, encore une fois, que ça ne soit pas vu comme étant un moment de grande tension au sein de l'entreprise et que justement on puisse utiliser tous les bénéfices de l'intelligence artificielle sans avoir de blocage en interne. Alors en effet, c'est l'un des enjeux importants de l'intelligence artificielle pour les années qui viennent. Je crois que le président de la République d'ailleurs a invité à la diffusion de café IA pour s'approprier, s'habituer progressivement à l'intelligence artificielle. Comment ça peut se passer? On va essayer maintenant cet exercice difficile, mais enfin, qui est le bienvenu, je crois, au sein de Vivatech, de nous tourner vers l'avenir, c'est-à-dire d'essayer de se dire qu'est-ce qui peut nous arriver dans les années qui viennent, comment est-ce qu'on peut se préparer. Alors, dans les données de notre observatoire de l'intelligence artificielle, ce qu'on constate en effet, c'est que plus vous l'utilisez, moins ça fait peur. C'est-à-dire qu'en gros, il y a la moitié des Français qui disent l'intelligence artificielle générative, pourquoi pas? Bon, enfin, il y a un scepticisme. Et puis, auprès des utilisateurs, 80% des utilisateurs disent finalement c'est très bien, c'est utile, etc. etc. Alors, Amélie Wathelet, est-ce que c'est par l'usage que l'on obtient l'adoption et l'acculturation, pour reprendre le terme que vous utilisez? Est-ce que c'est par l'usage ou est-ce que c'est par le café que préconise le président de la République? Un peu des deux, et en tout cas c'est le pari qu'a fait le groupe AXA partout dans le monde, c'est définitivement la capacité à offrir un terrain de jeu à tous les collaborateurs, comme je l'ai indiqué précédemment, à les former et à les encourager sur la base du volontariat d'ailleurs dans un certain nombre de cas, à tester. Et le chiffre que nous soulignons est très juste, puisqu'on a déjà 35% de nos collaborateurs qui ont déjà recours à l'IA, qui testent, qui ont appris à faire du prompt, qui petit à petit fiabilisent, nous vont un cran plus loin et nous font des feedbacks positifs, parce que je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes, beaucoup de peurs, beaucoup de messages, je dirais, un peu sensationnalistes autour du sujet, et que c'est important d'être très pragmatique. Je suis très d'accord avec cette approche, et donc de tester, d'apprendre, de laisser tomber quand ça ne fait pas de sens, ou quand c'est pas suffisamment sécurisé, mais au contraire, d'aller de l'avant et d'industrialiser quand ça fonctionne. Et je pense qu'effectivement, c'est juste, ce sujet, il est sur la table depuis longtemps. On a passé un cap sur des éléments clés autour de la voix, autour de l'image, autour du traitement de texte, autour des formes d'automatisation. Mais la donnée clé, finalement, c'est la data. Et dans une industrie comme la nôtre, elle est fondamentale. Il y a déjà un très très gros travail à faire sur la data pour qu'elle soit robuste, pour qu'elle soit fiable, pour qu'elle soit exploitable. Et donc, effectivement, notre conviction, et c'est vraiment un axe stratégique extrêmement fort du groupe, c'est de travailler massivement sur la data, sa fiabilisation, et effectivement sur la montée en puissance de l'usage de tous les collaborateurs, tous métiers confondus. Et on voit que fleurissent de plus en plus des cas d'usage que les uns et les autres s'approprient. Et effectivement, on voit aussi des corrélaires intéressants, pas sur le travail évidemment. C'est bien pour ça qu'on a un Secure GPT complètement étanche et sécurisé qui permet d'aller de l'avant. Vous êtes d'accord avec Sophia Merlot sur l'importance de la data, je crois, et la manière d'en prendre soin. Alors, Jean-Manuel Soussan, sur cette diffusion de l'IA dans les entreprises, on a l'impression parfois, je parle notamment de l'IA générative, on a l'impression d'une appropriation liquide, au sens où ça va très vite, beaucoup de gens peuvent l'utiliser, et en effet, vous le disiez très justement, il y a des gens qui utilisent une IA générative chez eux, parfois à des fins professionnelles, chacun fait un peu ce qu'il veut, la vague se répand très rapidement. Voilà. Est-ce que, d'une certaine manière, il y a un enjeu de cohésion dans une entreprise, à fortiori dans un grand groupe? Est-ce qu'il faut un plan d'usage de l'IA, ou est-ce qu'au fond, chacun, un peu comme on le fait avec Google quand on le fait sur le moteur de recherche aujourd'hui, chacun peut faire ce qu'il veut tout à loisir, ou est-ce qu'il faut essayer de rationaliser les choses? Les questions sont de plus en plus difficiles, plus on progresse, plus ça va être révisé. Alors poser la question à un DRH de savoir si on peut faire ce qu'on veut et qu'il n'y a pas de règles, c'est quand même un peu provocateur. C'est le but. Non, c'est ce que vous disiez précédemment, c'est-à-dire qu'il y a à démocratiser l'IA. Il y a en fait, on voit bien que d'ailleurs l'IA s'apprivoise, puisqu'on a des dompteurs d'IA, entre guillemets,
eh bien, il faut aussi, entre guillemets, je vais le dire comme ça, apprivoiser l'ensemble des collaborateurs de la population à l'IA. Au fond, c'est vrai que quand, après, on s'y met, ça vient assez vite, c'est très friendly, en fait, et beaucoup plus que ce qu'on a connu précédemment avec la révolution digitale. Et au fond, ça rentre extrêmement vite dans le quotidien des personnes. Après, pour faire un peu de provocation, pour ceux qui connaissent 2001, l'Odyssée de l'espace, il y a un monolithe qui arrive sur la planète et qui permet de rendre les gens intelligents. Je résume. L'IA, c'est pas l'anti-monolithe. C'est pas l'IA se pose et on va commencer à devenir un peu moins intelligent parce qu'on va un peu moins réfléchir. Je pense que l'IA va nous permettre de réfléchir encore mieux et encore plus loin. C'est une chance et une vraie opportunité. Et au fond, on le voit, l'IA sera générateur de beaucoup d'emplois, de nouveaux emplois. Et je pense qu'il faut faire absolument confiance dans l'humanité apprenante pour apprivoiser cette IA et aller encore plus loin. Nous, on est très optimistes sur la capacité que ça va donner aux entreprises de pouvoir être encore plus performantes et je dirais ne pas réduire drastiquement les effectifs, mais justement avoir plein de nouveaux métiers, de nouveaux emplois, alors sur lesquels on va apprendre en marchant parce que ça va extrêmement vite. Mais au fond, c'est plutôt un message d'optimisme que j'essaie de passer, voilà. Ça fait du bien. Sophia Merlo, est-ce que vous partagez cet optimisme? Une question qu'on n'a pas trop abordée jusqu'ici, parce que dans l'usage de l'IA, il y a des gens qui disent, il y a des gens qui vont utiliser l'IA en gros comme un mauvais élève à l'école, il va faire un copier-coller, en plus on peut le faire, c'est très pratique. Et puis d'autres qui vont réellement utiliser l'IA dans leur travail pour augmenter leur réflexion, leur performance, etc., etc. Donc, est-ce que d'abord vous partagez l'optimisme de Jean-Manuel Soussan? Et puis, est-ce que vous voyez des usages de l'IA un peu différents parmi vos collaborateurs? Est-ce que c'est une forme de crainte? Est-ce qu'il y a un risque peut-être même de disparité dans l'utilisation de l'IA dans un grand groupe? Comment est-ce que vous voyez les choses pour l'avenir? Alors, quand on est RH, on est forcément optimiste. Sinon, on ne ferait pas ce métier, je crois. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour rejoindre mes collègues, en fait, sur l'IA, il y a plusieurs choses. Effectivement, je pense qu'il faut démystifier. Et donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a lancé un module d'acculturation pour, encore une fois, faire comprendre aux collaborateurs la différence aussi entre l'IA et l'IA générative, parce que c'est important de la comprendre pour dire que ça n'est pas quelque chose de très nouveau, et aussi quelles sont les forces, quelles sont les limites de l'IA générative. Quelles sont justement les logiques qu'il faut prendre ou qu'il ne faut pas prendre. Donc ça, c'est très important à la base. Donc ça, on l'a lancé pour nos 180 000 collaborateurs il y a à peu près un mois. Donc ils sont en train de s'acculturer, comme on dit. Ensuite, il y a deux thématiques différentes qui est comment on peut utiliser l'IA dans les outils bureautiques. Nous, on est sur Microsoft comme beaucoup. Donc on est en train de tester Copilot, qui est une sorte de super assistant pour les outils bureautiques. Donc on est en train de lancer 5000 licences différentes et donc on est en train de faire cette expérience pour vérifier finalement est-ce que c'est utile, pas utile, sur quel type de poste c'est utile. Encore une fois, donc ça on va continuer jusqu'à la fin de l'année pour voir finalement qu'est-ce qu'on en retire, oui ou non et pour qui. Ensuite il y a l'autre dimension qui est un peu plus experte, comme je disais, sur les cas d'usage pour certains de nos clients. Et donc là on va effectivement former de façon un peu plus technique, expertise, nos collaborateurs qui vont travailler sur ces cas d'usage pour nos clients. Et là, on va être extrêmement vigilant sur les données d'infrastructure parce que voilà, ChatGPT c'est bien, mais nous on ne laisse pas nos collaborateurs utiliser ChatGPT en tant que tel, c'est en fait interdit. On a mis ça sur un cloud propre parce que ce sont nos données de clients et donc on ne va pas mettre les données de clients dans le public, tout simplement. Donc, tout ça, il faut que les collaborateurs le sachent, donc c'est tout ça que l'on travaille. Et donc si on travaille sur les compétences, vous voyez bien que finalement, on va regarder ça de façon différente en fonction de l'usage de chacun de nos collaborateurs et on va aller les former. Et on sait aussi qu'il y aura de nouveaux jobs qui vont exister parce qu'on va développer de nouvelles compétences. Et on voit déjà le prompting qui arrive, mais il n'y a pas que ça. Et donc c'est des choses qu'on va prendre, on va dire, au fur et à mesure, comme on a su prendre toute la digitalisation au fur et à mesure. Il y a des postes qui vont évoluer, d'autres qui vont se créer et on va le faire de façon très naturelle et optimiste. Et merci infiniment.
Oui, donc ça veut dire que le déploiement de l'IA en termes de compétences, de métiers, ça affecte des réflexions collectives, de l'organisation, peut-être des stratégies nouvelles, de la communication aussi probablement. Alors, du coup, Alain Romillac, alors vous n'êtes pas des RH, donc vous pouvez vous permettre une part de pessimisme, j'imagine, contrairement à vos trois amis. Comment est-ce que vous voyez précisément le futur qui vient? Est-ce que vous vous dites il faut se préparer, il faut d'ores et déjà avoir des plans stratégiques qui nous permettent d'envisager plusieurs scénarios? Est-ce que vous vous dites envisageons de nouveaux métiers, parce que vous avez aussi un métier avec Manpower Group qui préparait au métier de demain, donc vous êtes au cœur de tout ça. Alors comment se tourner vers l'avenir et faut-il des plans stratégiques spécifiques? Alors d'abord, je voudrais dire à mes amis DRH, sont mes clients, ce seront obligatoirement mes amis, qu'ils ont raison d'être très optimistes. Parce que quand on interroge nos clients, on a interrogé 35 000 clients dans le monde, on a dit quelles sont les compétences dont vous aurez le plus besoin demain. 1. Digital. 2. RH. Donc, ça veut dire, et ce sont les dirigeants d'entreprise. Donc ils ont bien compris que la notion humaine, la notion, y compris d'ailleurs d'adaptation permanente, d'ailleurs sur un monde du travail qui est en très grande évolution, y compris dans le rapport des personnes avec le travail. Donc, comment est-ce que vous gérez tout ça? Donc simplement, ça va être encore une accélération sur tout ce qui va se passer. Donc, moi, je crois que ce qu'il faut, c'est surtout aujourd'hui tester au maximum de façon à être prêt pour pouvoir passer à l'échelle là où ça aura du sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis très impressionné par le foisonnement de projets, de tests qu'il y a dans l'ensemble des entreprises, en particulier des grandes, parce que je pense qu'après, il y a sans doute une grande différence entre les grandes entreprises ou les très grandes entreprises et les PME. Et là, je pense qu'il va y avoir une césure assez importante. Donc ça, c'est pour les sujets. Et le deuxième, c'est de dire, bon, ok, donc comment, d'abord, je l'ai évoqué, on a culture, et deuxièmement, c'est ces projets, quels vont être l'impact sur les compétences et comment est-ce que je vais être capable de m'y préparer, et d'ailleurs quels sont les outils que moi je vais utiliser au niveau RH pour éventuellement utiliser aussi ces technologies d'intelligence artificielle comme on l'a évoqué sur des sujets de formation, sur des sujets d'adéquation entre les profils et les missions. Donc effectivement il faut se préparer, mais je vois en particulier dans les grandes entreprises qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui a déjà commencé à être pris en compte, et donc en disant justement quand le grand soir va arriver, pour qu'on soit prêt à mener des transformations majeures. Très bien, alors nous nous préparons donc au grand soir. Et c'est toujours cette question d'une société française et puis donc des salariés qui ont parfois des visions différentes, qui ont aussi des perceptions différentes de ce qu'est l'innovation technologique, les nouvelles technologies. Alors, le président de la République, pardon de le citer encore, ce n'est pas une obsession, enfin il a parlé de tout ça il y a 2 jours, a appelé à des IA qui soient fédératrices. Donc comment faire, Amélie Wathelet? Est-ce qu'il y a un risque de créer peut-être des nouveaux clivages dans les entreprises? Parce qu'entre des gens qui sont très en appétence, qui ont envie d'utiliser l'IA, et puis d'autres qui se disent qu'est-ce que c'est que ce machin-là, pourquoi moi je le ferais? Ou est-ce qu'il y a au contraire, par l'IA, un moyen de fédérer peut-être des gens qui autrefois n'étaient pas nécessairement? Est-ce que c'est un outil fédérateur? Ça souligne de manière très très forte la question de l'éthique. Et on le sait, on l'a vu avec effectivement plusieurs cas assez caractéristiques, le fait que l'IA hallucine et qu'elle puisse reproduire des inégalités ou un certain nombre de stéréotypes, de discrimination. Donc il est évident que ça fait partie intégrante de la très très grande vigilance que toutes les entreprises doivent avoir dans son utilisation et sa mise en place. Et je pense qu'à cette condition, évidemment, ça peut être un outil extrêmement fédérateur si et seulement si on sait faire cette démonstration et rassurer. Et ça, je crois que c'est vraiment extrêmement important. C'est pour ça, par exemple, que sur les sujets RH, on teste vraiment, on vérifie, on challenge pour s'assurer que les solutions tiennent la route et sont effectivement tout à fait intègres. Et ça, je pense que c'est fondamental. A fortiori, quand on exerce des métiers dans la finance ou l'assurance, c'est là aussi extrêmement important, toute la santé notamment. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment le critère numéro 1 et qu'effectivement, toutes ces chartes, toutes ces pratiques, toute cette montée en compétences et en pratiques qui va petit à petit se développer au cours des mois et des années, va nous aider à être au rendez-vous et à rassurer pleinement. Pour les entreprises françaises, en tout cas, évidemment, la dimension autour du dialogue social est fondamentale. Il y a légitimement beaucoup de questions de la part des collaborateurs ou évidemment des représentants des salariés. Et je crois que là aussi, c'est d'ailleurs la manière dont on travaille,
on partage avec eux, on les forme, on les aide aussi à utiliser ces technologies et à pouvoir les appréhender. On travaille sur les chartes. Je pense qu'évidemment, on a beaucoup d'outils en commun dans les grandes entreprises du CAC 40. Et je pense que c'est fondamental et ça accompagnera cette trajectoire et effectivement cette capacité à montrer que ces technologies créent de la valeur, ne remplaceront jamais l'humain. Et ça, c'est aussi un message fondamental. Et je crois que le jugement, la capacité à former son jugement sur la base d'outils et de solutions générés par l'intelligence artificielle sont très intéressantes, mais qu'il faut avoir un message extrêmement clair sur le fait qu'on va faire monter les gens en compétences pour se concentrer sur des valeurs et surtout sur des activités à valeur ajoutée. Et je pense que les deux sont importantes, les valeurs, l'éthique et les activités intéressantes qui créent de la valeur pour l'entreprise, mais aussi pour les gens. Alors c'est très embêtant pour moi parce qu'on devait créer un petit débat entre vous, mais vous avez l'air tous d'être d'accord. Il faut être pragmatique, il faut avoir des valeurs assez claires, il faut être optimiste aussi. Voilà. Alors Sophia Merlot, trouvez un désaccord, s'il vous plaît, par rapport à tout ça. Est-ce que jusqu'où peut-on aller dans la singularité entreprise par entreprise? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des chartes, vous l'avez dit tous les quatre, il y a quasiment des chartes d'utilisation qui peuvent être spécifiques à chaque entreprise. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer dans les années qui viennent, si on se tourne vraiment vers le lointain, est-ce qu'on pourrait imaginer quasiment même des IA spécifiques à des grands groupes qui n'auraient pas les mêmes références, les mêmes principes, les mêmes valeurs? Est-ce qu'au fond, l'ADN d'une entreprise doit être transcrite dans l'IA? Voilà. Je vais être assez, je vais répondre de deux façons par rapport à la projection. C'est, je pense que quand on a vu il y a 10 ans la digitalisation, tout le monde aussi se posait les mêmes questions. Et aujourd'hui, c'est dans le commun, plus personne ne se pose des questions. Je pense qu'on se projette dans 10 ans, l'IA sera rentrée dans les mœurs et avec tout ce qu'on vient de se dire en termes de vigilance, d'éthique, tout ça, ça me paraît assez évident. Maintenant, c'est vrai que par secteur, effectivement, on peut se dire que l'IA ne sera pas forcément utilisée de la même façon par secteur, parce que si je prends la banque, nous sommes un secteur extrêmement régulé. C'est-à-dire que nous avons des superviseurs qui viennent vérifier ce que nous faisons, et nous devons être capables tout le temps d'expliciter ce que nous faisons. Donc si vous voulez, d'expliciter les algorithmes. Donc si ce n'est pas transparent et clair, on ne pourra pas utiliser. Je pense que ça c'est important, et ce qui fait que, oui, peut-être que d'autres industries pourront plus facilement utiliser l'IA, parce que moins régulée qu'une banque. Donc c'est peut-être ça aussi, et je pense que l'assurance doit être aussi dans le même cas que nous. Je pense que la santé, on vit là aussi sur les sujets de santé, on est très régulé. Donc je pense que la régulation, soit par l'éthique, soit par les superviseurs, va forcément impacter d'une certaine façon un usage différent de l'IA entre secteurs. Merci beaucoup. Et Alain Roumillac, donc avec votre observatoire, vous êtes à la tête de votre groupe Manpower Europe du Sud. On a beaucoup parlé de l'IA pour les recrutements. Alors, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il y a là une fenêtre d'opportunité pour les années qui viennent, en se disant, oui, tiens, une entreprise qui a besoin de 5000 personnes qui fassent la même chose, on va avoir 50 000 CV, et puis l'IA va pouvoir permettre de sélectionner tout ça. Est-ce que c'est un doux rêve, bien entendu piloté par un groupe qui a l'expertise en la matière, ou est-ce que c'est une illusion? Est-ce que le grand soir est à ce point éloigné que ça n'arrivera jamais? C'est un rêve. C'est un rêve, parce que évidemment, si on était capable de directement faire un matching automatique entre des profils qui sont sur le marché et des entreprises, ça changerait la donne de façon très significative. Aujourd'hui, on n'y est pas. On n'y est pas, et vous vous doutez bien que c'est un sujet sur lequel on est extrêmement vigilant, on travaille beaucoup. Et on est en permanence en train de regarder ce que fait la concurrence établie ou la concurrence de start-up, parce que ça peut être demain, on peut se faire complètement disrupter. Donc aujourd'hui, on le voit pas, en tout cas à un horizon justement tel qu'il est visible. Par contre, on l'a évoqué sur beaucoup de sujets, sur des synthèses et ainsi de suite. Nous, on voit beaucoup de cas d'usage qui vont permettre d'optimiser le temps de nos équipes sur des tâches qui sont des tâches administratives, répétitives, et qui vont leur permettre d'avoir plus de temps sur des sujets qui vont être critiques demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense qu'on va utiliser moins de temps justement pour travailler sur ces sujets de matching, en tout cas sur toutes les tâches administratives qui sont autour
sur le fait de nous publier des annonces. On commence à utiliser de l'IA générative qui nous permet de publier beaucoup plus d'annonces en beaucoup moins de temps et avec une bien meilleure qualité de service. Ça, c'est déjà opérationnel. Quand on libère du temps à nos équipes, donc si on est plus efficace, sans doute on propose un meilleur service. Et quand on libère du temps à nos équipes, ça leur donne plus de temps pour travailler avec nos clients et avec nos candidats pour essayer de faire l'adéquation sur la compétence et en particulier de travailler sur les sujets de formation. Tous les métiers sont en train de muter et donc ça permet de se repositionner sur des tâches qui sont là où est la valeur ajoutée aujourd'hui. Voilà, donc comment est-ce que tout ça va évoluer? Et peut-être qu'on ira encore une fois vers du matching plus automatique, mais ceci étant, si notre vision, c'est qu'il y aura de plus en plus de décalage entre les ressources qui sont sur le marché, les candidats qui sont sur le marché et les attentes des entreprises, ça veut dire que aussi ça va amener à faire muter notre métier qui sera beaucoup plus de bâtir les compétences dont les entreprises ont besoin que simplement de faire le matching. Voilà, donc c'est tous les sujets sur lesquels aujourd'hui on est en train de travailler. Et nul doute que ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, ça sera différent. La raison pour laquelle nous nous retrouverons dans 1 an avec grand plaisir. On va terminer par vous, Jean-Manuel Soussan, vous êtes la puissance invitante ici sur ce stand Bouygues. Voilà, pour peut-être conclure sur une note à la fois d'optimisme et puis en même temps aussi d'identification des enjeux d'avenir. Michel Serres disait cette phrase que je citais tout à l'heure, au fond nous allons tout savoir, être de plus en plus sachants. Voilà. Donc comment on fait dans un grand groupe pour se préparer à ça? Est-ce qu'il faut des formations pour s'adapter à ça? Est-ce qu'il faut travailler autrement? Est-ce qu'il faut imaginer que l'organisation du travail va se faire différemment? Ou est-ce que, alors je sais que vous n'aimez pas trop cette anarchie que j'évoque souvent, est-ce qu'il faut laisser faire les choses? Une petite réponse d'abord sur... parce que là, vous allez commencer à mettre la zizanie, en fait. C'est le but, j'essaie désespérément. Parce que je pense que le matching entre les compétences et les postes et les besoins, je pense que ça va être un lieu de progrès extrêmement important apporté par l'IA. Alors, on n'y est pas encore, mais je pense que c'est un sujet qui va évidemment progresser. Le sujet de l'IA, c'est le sujet aussi de la data derrière. C'est le sujet de l'éthique. Il y a un sujet d'éthique évident. Les entreprises travaillent beaucoup sur la CSRD en ce moment, sur la CS3D, et notamment sur les droits humains fondamentaux. Je pense qu'il manque dans ces droits humains fondamentaux le sujet de la data. Le sujet on est propriétaire de sa propre data et chacun doit être maître de ce que l'on fait de sa data. Je pense que ce n'est pas complètement le cas aujourd'hui et qu'il va falloir mettre des règles précises, mondiales, sur ce sujet-là. Alors c'est compliqué, mais un peu de la même manière, vous savez que vous avez les lois de la robotique qui ont été mises en place dans les années 50. Eh bien, il faudra les lois de l'IA, parce que derrière toute IA, elle fonctionne certes et elle va générer plein de choses, mais il y a des hommes derrière. Et il y a des hommes qui l'apprivoisent et qui lui apprennent un certain nombre de choses. Et il va falloir vérifier ce qu'on lui apprend. Parce que sinon, là, oui, on risque de se perdre. Voilà. C'est très clair et vous rejoignez. C'est une conclusion qui fait le lien avec l'introduction de Christophe tout à l'heure, puisque Impact AI est très engagé en faveur de l'IA responsable, la recherche d'une IA responsable. Je crois que c'est en effet quelque chose qui non seulement est essentiel et qui est très fédérateur pour la plupart des salariés qui attendent cette idée de responsabilité. Donc écoutez, merci infiniment. J'ai senti enfin quelques bémols de différence entre vous, très faibles, mais qui sont là quand même. Merci infiniment à tous les quatre.